On écoute sa famille, on écoute, partagez, mettez les cœurs, on écoute massivement, s'il vous plaît. Très bien, restons sur le mouvement Trop c'est trop. On sait qu'en 2010, si mes souvenirs sont bons, n'hésitez pas à me corriger, je peux me tromper. Il y avait donc ce mouvement initié par le PDCI contre le pouvoir d'alors, contre le FPI d'alors. Alors aujourd'hui, le FPI organise donc, initie encore le même mouvement Trop c'est trop. Est-ce qu'on peut parler de similitude ou c'est juste parce que... Premièrement, il ne s'agit pas du FPI, mais du PPACI. Et encore une fois... C'était les mêmes dirigeants aussi. En tout cas, en ce qui concerne le mouvement Trop c'est trop du PPACI aujourd'hui, enfin, c'est une initiative. Oui, c'est le même président. Enfin, en 2010, le président du FPI, c'était pas le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Donc c'est pas le même président. Tout à fait, vous avez raison. Mais il était quand même là. Mais ce n'était pas le président Laurent Gbagbo pour rectifier ce que vous êtes en train de dire. Ceci étant, le mouvement aujourd'hui tel qu'il s'organise, vous me dites que ça a été fait par le passé. L'initiative qui est faite aujourd'hui, encore une fois, que j'essaie de vous expliquer, ça regroupe véritablement différentes préoccupations. Très bien. Voilà, et on espère qu'au travers de cela, chacun pourra sortir de cette frustration pour pouvoir s'exprimer à travers le mouvement Trop c'est trop. Juste pour compléter, le président Gbagbo était président à l'époque, hein, donc toujours, oui, le président de la République. Membre du FPI. Alors passons à Élysée. Élysée, question. Ok. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté minutieusement Maître, mais je voudrais peut-être aborder un autre chapitre avec Maître. Je sais que le PPACI, à entendre ses dirigeants, est un parti légaliste, très attaché au respect des institutions et de la loi. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, au regard d'une décision de justice, ne peut pas figurer sur la liste électorale et il n'y figure pas. On ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, jusque-là, il n'y figure pas. Quelles sont les dispositions légales envisagées par le PPACI pour régler cette solution, ce d'autant plus que c'est un parti qui se revendique légaliste? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Hein. C'est vrai qu'elle est elle est pour le moins pertinente. Et c'est bien, et je vous remercie de rappeler qu'effectivement le PPACI est un parti légaliste. Nous, ce que nous demandons, c'est strictement l'application des lois et des décisions de justice. Hein. Et je vous rappelle qu'il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui enjoint l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de lui redonner tous ses droits civils et politiques et de lui permettre, s'il le souhaite, d'être candidat. Donc oui, effectivement, la question, je dirais que vous parlez aux mauvais interlocuteurs. Nous sommes dans la légalité et nous appelons à ce que tout le monde s'inscrive dans la légalité, à ce que tout le monde respecte toutes les décisions judiciaires. Et en l'occurrence, la décision, ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, c'est solliciter sa réinscription sur la liste électorale. Et c'est même pas solliciter. On enjoint l'État de Côte d'Ivoire et la CEI de le réinscrire sur la liste électorale et de lui permettre d'être candidat s'il le souhaite. Donc oui, c'est ce que nous demandons. Et oui, c'est légal. Et oui, nous continuerons à demander le respect de la loi et je dirais des libertés de chacun, parce que c'est ça être légaliste. Daouda. Maître, vous allez me permettre d'aller un peu plus loin encore. Je sais que dernièrement, pour ceux qui ont connu Laurent Gbagbo depuis les années 90, il a toujours dénoncé la prise du pouvoir par les armes. Lui-même, il a été victime d'une prise de pouvoir par les armes. Après être parti en prison, il est revenu. Il n'y a pas si longtemps, on a vu M. Kone Katina qui félicitait les leaders de la junte des 3 pays de l'AES. Plus loin, c'est M. Laurent Gbagbo qui confessait même son admiration et le courage à ces 3 dirigeants-là. Donc moi, je veux savoir, à quel moment... Vous parlez de la tentative de coup d'État en 2002? Oui. Très bien. À quel moment on est contre les coups d'État, on est défenseur de la prise du pouvoir par les urnes, et puis à un moment, automatiquement, on devient en fait le chantre des acteurs de la prise du pouvoir par les armes. Je veux juste comprendre pourquoi... Très bien, je vais vous répondre clairement. Sortez-moi une seule déclaration qui appelle à taper, à applaudir un coup d'État fait par un dirigeant du PPACI. Une seule déclaration où on a félicité, applaudi un coup d'État. M. Katina était au Burkina et il a félicité ouvertement les dirigeants de l'AES. L'a-t-il fait, oui ou non? Non, mais là, si vous voulez, il y a 2 choses. Vous me dites qu'on a salué les coups d'État. Je vous dis, on n'a jamais salué un quelconque coup d'État. Et je vous mets au défi de me sortir une déclaration dans laquelle un dirigeant du PPACI applaudit, félicite un coup d'État. Non. Parce que c'est ce que vous avez indiqué. C'est parce que j'ai dit non, madame. Attendez, maintenant il y a la deuxième étape. Vous me dites... Parce que là, vous sortez mes propos de ce contexte. Non, mais parce que là où je dis, ce que je vous dis clairement, oui. M. Katina
qui est un haut responsable du PPACI, se retrouve au Burkina en train de féliciter, en train de donner des médailles de courage à des gens qui ont pris le pouvoir par les armes, pas plus loin, M. Laurent Gbagbo vient qui confesse son admiration et un bon regard sur ces personnes-là. C'est de ça que je parle. Il n'a jamais dit qu'il a salué un coup d'État. Non. Donc, d'accord. Donc, restez dans le contexte. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord qu'aucun dirigeant du PPACI n'a applaudi un coup d'État. Maintenant, si on est d'accord, passons à la deuxième étape. Vous me dites que M. Koné Katina a fait part a félicité les dirigeants burkinabés pour leur courage. Les 3 pays de l'AES. D'accord, les 3 pays pour leur courage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 3 pays de l'AES sont confrontés à des actes de terrorisme extrêmement graves que subissent leur population. Donc, quelque part, on peut accepter alors que... Mais ne confondez pas tout. C'est-à-dire le fait de faire état, de saluer, d'apporter son soutien aux dirigeants de ces pays qui sont confrontés à des actes de terrorisme ne signifie pas qu'on applaudit leur accession au pouvoir. Alors ça veut dire quoi saluer un coup d'État? Parce qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État salutaire. Ça veut dire quoi pour vous? Pour le PPACI, saluer un coup d'État, pour mieux comprendre. D'accord, alors vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État salutaire, et encore il faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est 2 données différentes. Justement, oui, voilà. En 99, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État. C'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Koné Katina qui dit « Je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leurs prédécesseurs ». Ce n'est pas vrai. Très bien. Comme vous parlez de déclaration, je vais vous lire une déclaration, vous permettez. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Koné Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et du général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment, madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir par les armes peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir par les armes? Mais monsieur... Non, je vous laisse terminer votre question. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. Très bien, on va l'écouter. Vous confondez 2 choses. Encore une fois, vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population, d'accord, des attaques, des attaques. Mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit en général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte... Non, vous mélangez le contexte, madame. C'est très grave. De 1945 en 2027, vous imaginez un peu? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir. On peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes. Ce sont 2 choses différentes. Non, c'est juste la dernière et l'autre. Parce que quand vous dites, M. Katina va féliciter des gens, des dirigeants qui mettent des hommes politiques en prison, qui mettent des journalistes en prison, qui mettent coupe régler tout le pays, et vous estimez, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous estimez que nous sommes dans un régime dictatorial, ça se dit tout le temps, mais en même temps vous soutenez des gens qui mettent des gens en prison tous les jours. Comment est-ce que vous-même vous l'expliquez? D'accord, on va l'écouter, très bien. Marius. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez un chroniqueur sur votre chaîne du nom d'Herman Abois qui est passé par la case prison. N'est-ce pas? D'accord?
Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, parce que vous scandalisez, mais scandalisez-vous commencez par vous scandaliser. Oui, je me suis scandalisé quand Herman était en prison. Donc vous condamnez le régime actuel. Lorsque Herman était en prison, je me suis scandalisé. Je me suis scandalisé. Il faut lui demander. Est-ce qu'on a à notre tête un dictateur qui jette en prison les... Dites-le, non, parce que c'est vous qui le dites à tout moment. Non, madame, c'est vous qui le dites. Parce que vous dites quelque chose ici, mais vous le soutenez ailleurs. C'est très grave, madame. On va s'écouter. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. On va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter. Par les armes est condamnable. Maintenant, on peut saluer les actions menées par des dirigeants pour préserver des gens en prison. On peut les saluer. On va l'écouter. Préserver les populations, pour protéger leur population du terrorisme. Très bien. Maintenant, mais j'aimerais bien, vraiment, ça me fait plaisir la manière dont vous vous scandalisez. Vous terminez et puis on passe à Marius. Non, mais je le fais. Ne vous inquiétez pas, madame. Je le fais très bien. Marius, allez-y, question. Alors, madame, un autre registre, soyez rassurée d'une chose, on voudrait bien savoir, relativement à l'opération Kokoko. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est un simple coup médiatique, sans effet réel sur le terrain électoral. Qu'en pensez-vous? Bon, quand on me dit c'est pour beaucoup d'Ivoiriens, lesquels? Parce que nous, ce qu'on entend sur le terrain, mais sur quelle base souvent vous donnez aussi les chiffres? J'ai dit nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est quand même les populations qui sont ravies. Vous voyez les différentes vidéos, vous verrez que les populations se déplacent. En avez-vous des chiffres? Les populations ravies. Attendez, les populations se Avez-vous fait le tour de la Côte d'Ivoire pour avoir les chiffres? Mais monsieur, la tournée Kokoko est à Abidjan. C'est pas le tour de la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. D'accord. Donc sur les différentes communes où il y a eu la tournée Kokoko, il y a eu une forte mobilisation. Très bien. D'accord, qu'on a pu voir. Je n'ai pas sorti le chiffre, d'accord. Je vous dis, il y a une forte mobilisation. Au regard de cela, on voit que les populations sont assez ravies de voir le président Laurent Gbagbo, d'entendre le président Laurent Gbagbo, d'entendre son message dans le cadre de ces tournées. Maintenant, c'est vous qui me dites, oui, il y a certains Ivoiriens, je vous dis lesquels. Parce que personnellement, ce que nous on voit, c'est quand même une certaine satisfaction des populations à entendre, à voir le président Laurent Gbagbo. Concernant les images, certainement votre chaîne et d'autres chaînes les ont. Je n'ai pas quantifié, mais on voit bien que les populations se sont mobilisées assez massivement pour venir entendre le président Laurent Gbagbo. Alors, une autre question. Alors, c'est justement une des déclarations de M. Laurent Gbagbo, homme politique d'envergure, reconnaissons-le devant l'Éternel, qui disait en 2008 qu'un homme normal, après 75 ans, n'a plus toutes ses facultés pour gouverner un pays. Oui. Nous sommes en 2025. D'accord. Il a plus de 115 ans. Oui. Pourquoi pensez-vous qu'il devrait encore continuer à gouverner là où il a dit qu'à 75 ans, on n'est pas normal, en possession donc de toutes ses facultés pour gouverner un pays? D'accord. Alors monsieur, c'est pas à vous que je vais apprendre que quand on a 75 ans, d'accord, on n'a pas l'énergie et la fougue que quand on a 30 ans, 40 ans. Vous avez raison. Ce que le président Laurent Gbagbo dit, je dirais, mais enfin c'est tellement commun et je pense partagé par un certain nombre d'entre nous qu'il n'y a pas véritablement de débat. Maintenant, c'est est-ce qu'on jouit, est-ce qu'il a les capacités de pouvoir diriger le pays? Quand nous estimons que oui, il estime que oui, d'accord. Et je ne pense pas que dans l'histoire, quand on voit même un certain nombre d'autres dirigeants, aujourd'hui, que l'âge soit véritablement un problème. Si vous me faites état d'autres capacités, est-ce qu'il a l'énergie, est-ce qu'il a la santé? Il démontre qu'il a la santé, donc ça ne pose pas de difficulté a priori pour nous. Très bien. Élysée, ensuite Pascal. Ok. Dans tous les cas, restons toujours courtois sur le plateau. Absolument. Élysée. Ok. Moi, je voudrais revenir un peu sur cette... je ne sais pas si je dirais une incohérence, un peu du PPACI, une cohérence. Le PPACI, c'est pas maître que j'apprendrai, n'était pas membre de la CEI, parce qu'il est créé juste autour de 2022, pardon. Mais suite à un accord politique, le PPACI intègre la CEI. Et récemment, le PPACI décide donc de partir de la CEI parce qu'il estime que, bon, vous pourrez peut-être nous rappeler exactement les raisons pour lesquelles, mais vous quittez la CEI. Est-ce que vous pensez objectivement que pour des personnes qui sont mues par une volonté démocratique, c'est une démarche à avoir? Ça, c'est déjà la première question. La seconde question, on voit que dans vos revendications, vous demandez qu'on puisse sursoir à l'organe et mettre en place un nouvel appareil qui va gérer les élections. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez convoqué la décision de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme sur une décision qui doit être appliquée. Mais nous avons aussi l'organisme sous-régional, la CEDEAO, qui a dans un de ses protocoles dit qu'on ne peut toucher ni les tests
ni affecter les organes des élections à 6 mois des élections. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que le PPACI est, en fait, souffle le chaud et le froid en même temps? D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs questions. Oui, je pense qu'il y a quand même 2 principales. D'accord. Okay, oui. Bon, alors, déjà, vous me dites, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on s'inscrit dans une logique démocratique en suspendant notre participation au sein de la CEI, si j'ai bien compris. Ouais. Bon. Mais est-ce que vous savez qu'en démocratie, on peut aussi dire non? En démocratie, on n'est pas forcé de dire oui à tout. La démocratie, le président le rappelle assez souvent, c'est le fait de ne pas être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on se pose, on discute, d'accord? C'est ça la démocratie, c'est pas prendre les armes, d'accord? C'est s'asseoir, se discuter, on peut s'opposer, d'accord? C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté une CEI aux ordres. De qui? Une CEI aux ordres du pouvoir. Une CEI aux ordres du pouvoir. Les éléments factuels de preuve, s'il vous plaît. D'accord, les éléments factuels de preuve. Vous avez par exemple à l'époque, lorsqu'il s'agit, vous savez qu'il y a des dispositions légales qui exigent la communalisation de la Côte d'Ivoire. D'accord? Qui ont communalisé la Côte d'Ivoire. Ce décret n'est pas abrogé, il est encore d'actualité. J'en parle parce que le président Cuillière, à un moment donné, en a fait état pour expliquer le découpage électoral qui a été fait. Et il a expliqué parce qu'effectivement, il fallait appliquer les dispositions du décret. Et puis il a fallu un courrier du ministre de l'Intérieur en disant non, on n'applique pas ce décret. Pour qu'il se couche et qu'il n'applique pas ce décret. Donc si ça, c'est le comportement d'un organe qui se veut indépendant, c'est problématique. Cet élément du ministère, non, je veux juste savoir, mais ça ne rien, on est en train de parler devant les Ivoiriens, il faut qu'on comprenne. Cette injonction du ministère de la Justice est parvenue quand et quel était le libellé? Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est parvenu à quelle date? Oui. Et quel était le libellé précis de cette injonction? Et elle était adressée à la CEI ou à qui? Elle a été adressée à la CEI. Oui. Et elle a demandé clairement de ne pas appliquer les dispositions du décret. Elle date de quand, s'il vous plaît? Ça devait dater, le courrier de mémoire, il devait dater en 2023. 2022-2023. 2023, je pense. Et vous en mais de avez toute eu manière. connaissance. Ah oui, mais on va le publier si vous voulez. C'est public. Oui, ça sera bien. Parce que aussi bien le courrier, justement, maître, je vous dirais que même Safe en a parlé. Maître, on a fait s'il une vous plaît. vidéo là-dessus pour dénoncer cela. Oui. Est-ce que justement, sur ce point précis, Élisée, vous Oui, je voulais rebondir. C'est pas sûr justement le point à la demande des partis politiques, non? Non, justement. D'ailleurs, on l'a indiqué. Le PPACI n'était pas dedans. Ni le PPACI et un certain nombre de partis politiques nous ont dit la même chose. On dit que, mais à aucun moment, le ministère de l'Intérieur n'avait pris attache avec les partis politiques pour solliciter la non-application du décret. À aucun moment. Mais maître, pour une question de cohérence, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans une dynamique de cycle électoral? Nous avons fait les législatives en 2021, nous avons fait les municipales et régionales. Vous me dites que c'est un courrier qui date de 2023, qui demande qu'on puisse mettre en application quelque chose dont on n'a pas pris compte dans le processus. Qui demande à ce qu'on n'applique pas un décret. Qui demande à ce qu'on n'applique pas un décret. Mais je veux savoir le processus qui avait été fait jusque-là, avait tenu compte de ça, oui ou non? Parce que vous avez dit qu'il y a un courrier qui est venu en 2023, il daterait autour de 2023. Nous sommes dans un cycle électoral qui est couronné par, je vais dire, qui va prendre fin avec le début de l'autre cycle qui commence avec l'élection. Mais on a déjà fait des élections présidentielles, on a fait les législatives, on a fait les municipales et les régionales. À quel moment on applique donc ce décret-là alors que les autres élections étaient faites sans ça? C'était avant les élections municipales. Mais enfin bref, j'ai répondu à la question, vous m'avez demandé un exemple. Je vous ai donné un exemple. Dans tous les cas, nous sommes en train de faire la recherche du courrier pour le temps de la fin de l'émission. Ça n'absout pas de savoir pourquoi ça n'a pas dérangé. Elle va répondre. De quoi? Pourquoi ça n'a pas... J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi ça n'a pas dérangé que cette mise sous éteignoir de ce décret de communalisation vous permette de ne pas... En fait, vous n'avez pas dénoncé la situation pour les autres élections. Mais nous l'avons dénoncé, madame. Si vous ne nous écoutez pas, vous ne nous entendez pas. Sinon, ça, cet élément, nous l'avons dit. Non, mais on le dit. Mais vous aviez un représentant au sein de la CEI. Alors, attendez. Le président de la CEI, le représentant de la CEI, c'est encore autre chose. Madame, clairement... Pourquoi c'est encore autre chose? Non, parce que j'essaie de répondre à la question, à savoir, on partait sur le fait que j'indique et je soutiens que la CEI est tout sauf indépendante. La CEI est tout sauf indépendante et j'ai donné un exemple concret, puisqu'il m'a été demandé un exemple concret. Voilà pourquoi la CEI n'est pas indépendante. Maintenant, nous, dans notre rôle démocratique, nous avons dénoncé et nous cessons de le dénoncer.
La CEI, plusieurs fois, nous l'avons rappelé à l'ordre en disant, mais concrètement, vous n'êtes pas censé vous coucher auprès du pouvoir. Vous êtes censé justement être à équidistance du pouvoir et de l'opposition. Absolument. Quand nous aussi vous estimez que nous sommes en tort, vous devez être en mesure de dire à l'opposition non. Et quand le pouvoir est en tort, vous êtes censé aussi leur dire non. Or, c'est pas ce qu'on constate. Quels sont les outils de dénonciation que vous utilisez? Est-ce que ce sont seulement... Juste après vous, Pascal, on reprendra avec Élisée. Les vidéos et les conférences de presse, ou bien vous faites les réclamations? On a fait des réclamations, comme l'exigent les procédures. On a fait les réclamations, madame. On l'a fait. Bien, je peux rebondir pour une question. Permettez qu'Élisée reprenne la parole. Voilà, il avait la parole. Bon, Élisée, allez-y. Là, il y a une chose que moi, je ne comprends pas, en fait. Oui. Ça veut dire que, madame, à vous écouter, on a donc l'impression que la commission électorale indépendante est au-dessus des organes ou des institutions de la République, c'est-à-dire il est là, il peut prendre une décision au-dessus de celle qui vient du gouvernement, alors que le décret qui crée la CEI explique bien son fonctionnement. La CEI a une force de proposition. Ça veut dire sur les questions de date et les questions de procédure. Et c'est entériné par le Conseil des ministres. Donc, d'où voulez-vous que le président Cuibier, alors que le gouvernement dit non, selon vos explications, on ne pourrait pas appliquer ce décret, et que lui dise on l'applique? Vous demandez à Cuibier de s'arroger des droits qu'il n'a pas en fait, en réalité. Non, mais si. pas du tout. Mais si. Mais monsieur, un décret a plus de valeur, excusez-moi, qu'un courrier. D'accord? Un décret de la République a plus de valeur qu'un courrier. Donc quand vous avez un décret de la République, que vous, président de la commission électorale, vous savez très bien qu'il a lieu de s'appliquer, et que vous avez juste un courrier qui vous dit ne l'appliquez pas, quand vous êtes indépendant, bah vous dites quoi? Je l'applique. Je ne peux pas vous suivre, monsieur, je ne peux pas suivre le ministère de l'Intérieur là-dessus, parce que c'est un décret de la République qui n'est pas abroché, je l'applique. Marius, et ensuite, n'oublions pas qu'avant la fin de l'émission, on aimerait avoir le point du PPACI sur les questions, évidemment, de ce qui se passe au PDCI. Marius, et on termine avec à la suite de sa radiation donc, de la liste électorale, le PPACI a décidé de se retirer de la CEI. La radiation du président Laurent Gbagbo, je vais dire. Là À la suite de sa radiation, de la radiation en 2020. Voilà, de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI a décidé de se retirer de la CEI. Mais nous n'étions pas. Pardon? Nous n'étions pas dans la CEI. Si, vous y étiez avec M. Demba Traoré. Monsieur Demba Traoré est arrivé en 2022. N'empêche qu'il y était. Vous me dites, attendez, il faut être précis. Vous me dites que quand le président a été radié en 2020, monsieur. Oui. C'est en 2020, d'accord? Il a été radié en 2020, nous n'étions pas à la CEI. Donc comme vous parlez de on s'est retiré, on ne peut pas se retirer d'un organe qu'on n'a pas intégré en 2020. Très bien, mais lorsqu'il rentrait à la CEI, voilà, il rentrait sous la bannière de, avant évidemment, normalement d'être assermenté, de prêter serment et de dire qu'il travaillera pour la population. Il est rentré en tant que qui, monsieur Dembapi? Il est rentré désigné par le PPACI, par le président du PPACI. Alors, donc ça m'amène à comprendre que vous vous êtes retiré, oui ou non, de la CEI? Oui, on s'est retiré là. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comment pouvez-vous retirer de la CEI et en même temps qui a été qualifiée donc d'institution boiteuse au dire du président Laurent Gbagbo, et puis par la même occasion, le 12 avril à Dabou, le président a annoncé qu'il participera à l'élection présidentielle. Par quelle alchimie pourra-t-il participer à une élection présidentielle pour laquelle d'ailleurs son nom ne figure pas sur la liste électorale? Mais quel est le rapport? C'est-à-dire que, attendez, vous me dites, parce qu'on s'est retiré de la CEI, on ne pourrait pas participer à l'élection présidentielle? Oui, j'ai bien parlé de sa radiation. Il n'est plus sur la liste. Il n'est pas sur la liste. Quelle solution voilà, vous envisagez? D'accord. Comment quelqu'un qui n'est pas sur la liste pourrait-il être la question? Il a été radié, comme on vous l'indique encore, d'accord? Il y a une décision, alors on va le répéter encore une énième fois, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande à ce qu'on le réintègre et à ce qu'on lui permette, d'accord, s'il le souhaite, d'être candidat. Dans un état de droit, on respecte sa signature. Et lorsqu'on a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui vous demande, d'accord, de réintégrer, d'accord, on l'exécute, d'accord. Les décisions ne sont pas faites juste quand ça nous arrange. On doit également les respecter quand elles ne nous arrangent pas. C'est ça la démocratie. Or, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est que, outre, je ne vais même pas revenir sur toute l'irrégularité de la procédure qui a abouti à la condamnation du président Laurent Gbagbo, mais en tout état de cause, il y a une décision qui intervient, qui demande à ce qu'il soit réintégré et elle n'est pas exécutée. Quel est le rapport, justement? Il est là le problème. Maître, justement, quel est le rapport que la Côte d'Ivoire entretient en ce moment? Et vous êtes juriste, vous allez peut-être
mieux regarder cette affaire. Quel est le rapport entre la Côte d'Ivoire en ce moment et la Cour africaine justement? Ah non, elle s'est retirée. Elle s'est retirée. Mais lorsque la décision a été prise, les décisions s'appliquaient encore à elle. Parce que c'est pas la fête, on se retire pas comme on veut. Excusez-moi, il y a des préavis à respecter, etc., etc. Donc non, en ce qui concerne la légalité de la décision, elle n'est pas remise en question. Très bien. Sauf que là, c'est juste en gros, c'est je décide, parce que je le veux, de ne pas exécuter une décision à laquelle, pourtant, j'avais reconnu la compétence de la juridiction. C'est ce qui est problématique. Très bien. Daouda? Maître, on va revenir juste un peu au PPACI encore. Juste un peu. Je suis là pour ça. Oui, bien entendu, et ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Laurent Gbagbo veut réconcilier les Ivoiriens. Il veut fédérer les Ivoiriens autour de l'opération Trop c'est trop, c'est bien ça. Mais je suis quand même un peu embêté quand on sait qu'après son retour de la CPI, l'acte politique symbolique que M. Laurent Gbagbo a posé, c'est de diviser sa propre famille politique. Est-ce qu'il est crédible, M. Laurent Gbagbo, pour pouvoir fédérer les Ivoiriens quand il n'a pas pu tenir sa famille en ordre? Précision, Daouda. Mamadou Koulibaly est quelque part, Simone Eivé Gbagbo est quelque part, Affi N'Guessan est quelque part, Charles Blé Goudé est quelque part, lui il est seul. Il n'a pas pu réconcilier sa famille politique et c'est les Ivoiriens qui veulent réconcilier. Est-ce que c'est possible? D'accord, merci pour votre question. Alors déjà, le président Laurent Gbagbo n'est pas seul. D'accord? Si nous sommes si nombreux autour de lui, il suffit de voir Dabou pour voir que le président Laurent Gbagbo n'est pas seul. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Pour revenir à votre question, vous voyez, bon, je comprends, hein, parce que au regard de ce qui se pratique actuellement depuis 15 ans au pouvoir, je comprends quelque part votre question. Mais sachez que le principe démocratique, c'est la liberté de tous d'adhérer ou pas à un parti politique. Donc quand le président Laurent Gbagbo crée le PPACI, d'accord, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui va mettre un couteau sous la gorge de qui que ce soit pour intégrer le PPACI. Si le ministre Charles Blé Goudé a voulu rester dans le COGEP, si Madame Simone Eivé a voulu créer le MGC, si d'autres encore veulent créer d'autres mouvements, mais c'est leur liberté. D'accord? Et je crois que le président l'a encore rappelé lors du comité central en disant que nous, là, si nous nous appelons le parti des africains, le parti des peuples africains, c'est parce que justement nous reconnaissons la liberté à chacun de créer son parti. Le PDCI n'est pas de notre mouvance, mais on doit être solidaire avec ce parti lorsqu'il est mis en difficulté. Si demain c'est le MGC, si demain c'est le COGEP, si demain c'est un X parti, peu importe, on doit se battre pour permettre justement toute la diversité de s'exprimer. Mais vous évoquez comme si on devait obligatoirement mettre tout le monde sous notre copie. Mais madame, c'est pas ça le contexte. Parce que là où vous partez un peu loin. Monsieur Laurent Gbagbo va à la CPI. Oui. Il passe des années en prison. Oui. Derrière lui, sa famille est un peu disloquée. Étant loin, on se dit que étant loin, c'est ce qui fait que les enfants sont en train de se battre. Mais quand il revient en tant que bon père de famille, je pense que le bon sens, pour moi, c'est de réunir tout le monde, on s'assoit, on discute, ok, on met nos différents de côté. D'accord, mais voilà. Mais finalement, quand lui, il n'a pas été capable de réunir sa propre famille politique, on parle de famille politique de 5-6 personnes. Et là, cette fois-ci, il veut réunir des Ivoiriens, 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est celui-là qui veut réunir. Il a lancé l'appel de Benoît, il n'y a pas du monde qui s'est bousculé au portillon. Là, il lance l'opération Trop c'est trop. Vous pensez que Laurent Gbagbo, les gens l'écoutent encore? Très bien, on va la laisser répondre. Parce que quand vous parlez de Dabou, il y avait full mobilisé. Moi, je vous donne les moyens, je mobilise des stades Félix Boigny. Permettons à notre invité de répondre. Ne vous inquiétez pas. Permettons à l'invité de répondre. J'aimerais bien le voir. Et sans pain et sardines, j'aimerais bien le voir. Ceci étant. Oui, ben ça, c'est Ceci étant. Encore une fois, je pense que, bon, déjà, je pense que vous n'avez pas bien compris, mais enfin. Je suis un peu bête sûrement, donc rendez-moi intelligent. C'est pas bête, mais le président Laurent Gbagbo l'a si bien dit. Il y a eu l'appel de Benoît. Vous dites il n'y a pas eu foule. Mais le président Laurent Gbagbo, le parti a été reçu par la plupart des partis d'opposition, la quasi-totalité des partis d'opposition. D'accord? Pour expliquer à quel point il était important, au regard de ce qu'on pouvait constater au sein des populations, au regard de nos propres préoccupations en tant que parti politique, d'essayer en fonction de trouver un dénominateur commun, d'accord, pour pouvoir être plus efficace. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le mouvement Trop c'est trop, mais c'est la suite logique. C'est la suite. C'est pas un énième mouvement où c'est pas ça peut marcher. Non, c'est la suite logique. C'est parce qu'il y a eu l'appel de Benoît
qu'il y a le mouvement Trop c'est trop. L'appel de Bonao où personne n'y est venu, finalement. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est l'appel de Bonao qui permet la mise en œuvre du mouvement trop c'est trop. Personne n'y était. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais comment, qu'est-ce que j'en sais? Attendez, merci beaucoup. Le FPI que vous êtes allé voir est au Cap. Le MDC vous êtes allé voir, ils sont au Cap. Nous avons terminé. C'est la suite qui a donné lieu au mouvement. Nous avons terminé. Nous avons terminé. C'est-à-dire que voilà des journalistes, moi tout ce qui est compris, c'est qu'ils ont plus de problèmes avec l'opposition que le parti au pouvoir. La vie est dure, les Ivoiriens ne s'en sortent pas, la scolarité, les enseignants en grève, la crise qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gisements baleines, l'or qu'on a découvert et que la vie des Ivoiriens est toujours difficile, les journalistes de Côte d'Ivoire, ça les intéresse pas. Ils ont plus de choses à reprocher à l'opposition politique qui subit les justices, tout comme le peuple. C'est-à-dire que les petites erreurs ou les petites mégades que l'opposition politique fait, faut qu'on s'appuie là-dessus. Mais tous les maux que les Ivoiriens ressentent au vu et à l'égard de la gestion, la mauvaise gestion politique que le pouvoir en place a à l'heure actuelle, où eux tous sont des milliardaires, mais la population ivoirienne devient de plus en plus pauvre. Là par contre, on n'a rien à dire. Déjà une petite rectification. Le général de Gaulle a bien entendu fait un coup d'état parce qu'il n'était pas président. Il n'était même pas sur le sol français au moment où il a dit au peuple français de ne pas écouter le président qui était là. C'est qu'avant le général de Gaulle, il y avait un président qui était en exercice et qui a accepté bien entendu de se soumettre à l'Allemagne. Et puis général de Gaulle, depuis l'Angleterre, il n'était même pas sur le sol français. Et puis il a lancé un mot d'ordre. Il n'était même pas dans la classe politique. Et puis il a lancé un mot d'ordre à la radio. Et les Français maintenant se sont mis en bande pour saboter maintenant les Allemands. Mais celui qui était président de la France à cette époque, il avait accepté de capituler. Mais général de Gaulle, non. Et puis vous dites non, que c'est que les capitaines Ibrahim Traoré sont en train de faire, c'est différent. C'est différent en comment? Parce que les Blaise Compaoré ont décidé de se soumettre. Parce que les autres présidents ont décidé de se soumettre. Eux ne sont pas d'accord avec. Voilà pourquoi ils sont arrivés au pouvoir de cette façon-là. Et c'est tout à fait louable. On est d'accord avec ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez faire des reproches à Ouattara. Parce que Ouattara, il est venu même au pouvoir de la pire des manières. Mais ça, vous n'avez pas de reproche à faire à Ouattara. Non, vous n'en avez pas. C'est juste l'opposition politique. Et vous vous faites appeler journaliste. C'est-à-dire qu'on a un journaliste qui est en face de lui, une personne qui n'est ni ministre, ni député, qui n'a aucun levier de décision sur la vie des Ivoiriens, sur le quotidien des Ivoiriens, mais qui s'acharne sur elle. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi le but? C'est de les discréditer? C'est de faire quoi au final? C'est pour ça que moi je dis aux gens du PPACI, aux gens de l'opposition, arrêtez d'aller dans ces médias-là. Arrêtez, ça n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, il y a Internet. Utilisez Internet pour pouvoir vous exprimer. C'est tout. Répondez aux questions des Ivoiriens qui ont envie de comprendre ce qui se passe. Et non à ces journalistes-là qui, lorsqu'ils ont des ministres, des députés, des gens qui ont un pouvoir sur le quotidien des Ivoiriens, ils sont tout doux. Ils posent des questions avec respect. C'est que même s'ils veulent fâcher un peu, ils fâchent dans le respect. Ils poussent pas. Voilà, et il y a des sujets qu'ils évitent. Mais par contre, quand c'est avec les gens de l'opposition, ils deviennent comme des chiens enragés. Ils aboient. Et il suffira que quelqu'un donne quelque chose rapidement maintenant, la PLCC ou bien la direction générale de la police ou bien le ministère de l'Intérieur va convoquer la personne. Voilà Côte d'Ivoire dans laquelle on est. Tous les journalistes de Côte d'Ivoire, vous ne représentez absolument rien. Je voulais dire quelque chose de pire quoi, mais c'est calmé. Sinon le mot qui est sorti de ma bouche, elle est trop grave. Mais on est dedans.